Bonjour, je suis Mickaël Duvaux-Barreau, votre hôte pour cette émission, et c'est un plaisir de vous accueillir dans ce rendez-vous audio dédié aux dernières évolutions dans le domaine de la formation des professionnels de la santé. Ce podcast ou balado est réalisé de manière bénévole au sein de la Société internationale francophone d'éducation médicale, la CIFEM, et pour la revue Pédagogie médicale. Nous avons décidé de créer ce podcast pour partager des idées novatrices, des témoignages inspirants et des discussions approfondies sur les théories et pratiques en matière d'éducation médicale. Chaque épisode de Pédagogie médicale podcast explore les nouvelles frontières de la formation en santé avec comme base de discussion un article publié dans la revue Pédagogie médicale en compagnie d'un auteur ou de plusieurs auteurs de l'article sélectionné. Nous espérons que ce contenu vous donnera envie de rejoindre notre communauté professionnelle et scientifique à but non lucratif en adhérant à la CIFEM, en vous abonnant à la revue ou les deux. Pour le retour sur cette année 2025 de l'article du mois et pour cette 7e émission, j'ai le plaisir de recevoir Lisiane Dallet qui a publié un article de recherche avec Isabelle Gosselin intitulé « Implication des patients dans l'évaluation multisource, élaboration et évaluation d'un outil de rétroaction destiné aux résidents en médecine familiale ». Alors Lisiane, bonjour. Bonjour. Alors, je te remercie pour cette participation, pour cette première émission de 2025. Puis, je te souhaite également une bonne année 2025. Je ne l'ai pas souhaité avant. Alors, avant de rentrer dans le sujet de cette émission, j'aimerais te proposer de donner un petit peu de temps pour te présenter, pour les auditeurs qui puissent te situer par rapport au monde de l'éducation médicale et puis éventuellement déclarer des conflits d'intérêts avec le papier si besoin. Parfait. Bien, d'abord, merci pour l'invitation. Bonne année à toi aussi. En fait, moi, je suis médecin de famille depuis 6 ans maintenant. Je suis professeure adjointe aussi au département de médecine familiale de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Donc, j'exerce en fait dans une clinique universitaire en médecine familiale à Montréal, en fait. Puis, je suis aussi responsable de l'enseignement dans cette clinique-là. Donc, je m'occupe de l'encadrement de l'enseignement autant pour les étudiants que les résidents en médecine familiale. Je fais aussi parallèlement ça une pratique en salle d'accouchement. Je suis médecin accoucheur. Donc, ça vient un petit peu diversifier ma pratique. Voilà. Super. Merci pour cette présentation. Alors, du coup, pour commencer à ouvrir un peu le sujet qui va nous amener aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a mené à conduire cette recherche avec ta collègue? Oui, en fait, moi, j'ai décidé d'entreprendre un projet de maîtrise. En fait, là, après ma première année de pratique, j'ai décidé que je voulais poursuivre un petit peu mon éducation. Puis, j'avais développé comme une passion assez rapidement dans mon début de pratique pour l'enseignement. Puis, dans le cadre de ce projet-là de maîtrise, en fait, je devais mener à terme un projet, peu importe lequel. Puis, je me suis intéressée, en fait, rapidement à l'implication des patients dans notre formation. J'étais quand même une nouvelle graduée, si on veut. Hein. Ça faisait comme 2 ans que j'avais commencé à pratiquer. Puis, je trouvais, en fait, que bien que le processus d'évaluation était vraiment déjà bien là dans notre programme, je trouvais que les patients avaient beaucoup de choses qui avaient à rajouter, qui étaient super pertinents. À chaque fois qu'on les voyait, ils nous donnaient des petits commentaires, surtout au fur et à mesure qu'on apprenait à les connaître. Je dirais que les premiers rendez-vous, en général, les patients, ils sont un petit peu, savent pas trop à quoi s'attendre, ils sont un petit peu, comment dire, peut-être un peu timides. Mais avec le temps, je trouve qu'ils nous donnent toujours des commentaires intéressants. Puis je me suis dit, ben finalement, il y a une valeur ajoutée à ces commentaires-là. Puis j'ai une collègue, dans le fond, Dr Castonguay, qui avait publié un article justement sur l'évaluation multisource dans un contexte de médecine d'urgence. Puis je me suis dit que ça serait intéressant de voir en médecine familiale, en clinique universitaire de médecine familiale, finalement, est-ce que pour nos résidents, ce serait quelque chose aussi de pertinent? Puis comment est-ce que eux percevraient en fait là, cette nouvelle type de formation, d'évaluation, si on veut. Ok. Et du coup, sur cette évaluation multisource, traditionnellement, et de manière assez ancienne, l'évaluation était souvent faite par le superviseur ou le Ouais. responsable. Et puis, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de sources qui existent. Est-ce que tu peux nous évoquer, dans ton contexte de pratique, les différentes sources d'évaluation qui existent?
Donc, c'est ça, principalement, effectivement, tu sais, il y a soit le médecin ou le professionnel qui vient évaluer. Nous, on a des infirmières praticiennes aussi qui viennent Mhm. contribuer à la formation des résidents de médecine familiale. On a aussi des professionnels de diverses champs de pratique, là. Donc, on a des physiothérapeutes, on a une travailleuse sociale, on a des infirmières cliniciennes. Euh, Essentiellement, c'est ça. Il y a certains milieux aussi qui ont des accès à des psychologues, qui n'est pas le cas chez nous. On peut avoir des pharmaciens aussi qui collaborent quand même étroitement avec les étudiants. Donc, tous ces acteurs-là, finalement, ils viennent contribuer à l'enseignement de nos résidents, soit par l'entremise de cours, d'ateliers, d'activités cliniques, en fait. Donc, c'est sûr que d'avoir un peu la rétroaction de ces différents professionnels-là, ça vient bonifier ce que nous, on observe, en fait, parce que les activités sont différentes, les compétences qui sont évaluées, si on veut, sont pas les mêmes. Donc, je trouve que, étant donné qu'on est dans un nouveau paradigme où est-ce qu'on veut avoir des médecins de famille qui sont, oui, très bons avec le diagnostic, les plans de traitement, mais qui sont aussi des bons communicateurs, qui sont Hmm. aussi des leaders dans leur domaine, qui sont aussi des promoteurs de la santé, ben ça prend, dans le fond, différentes façons pour venir chercher la rétroaction de ces différentes compétences-là. Oui, oui, c'est très intéressant la richesse du nombre de professionnels et d'horizons hein, pour avoir ces rétroactions-là, et pour avoir des situations différentes dans la mobilisation des différentes compétences des professionnels. Euh, et du coup, vous avez fait le choix de créer une fiche de rétroaction. Et moi, j'aurais bien aimé savoir ce qui vous a mené à choisir cet outil, ce moyen-là, par rapport à d'autres. Et puis, peut-être de nous raconter un peu comment vous l'avez construite aussi. Donc, initialement, en fait, là, l'université avait déjà mis sur pied une fiche de rétroaction qui s'adressait plutôt au personnel administratif, si je peux le nommer comme tel. Donc, Mhm. vraiment, tout ce qui est secrétariat, tout ça, c'est des gens aussi qui sont en contact avec nos résidents, en fait, là, au jour le jour, qui vont leur envoyer des communications, des messages, qui vont échanger avec eux. Donc, c'est sûr que eux déjà avaient quand même parfois des commentaires à donner par rapport à justement la communication, la collaboration. Puis après ça, dans le fond, est venue l'idée de dire, ben les autres professionnels, euh, ça serait intéressant qu'ils collaborent. Donc, il y a eu aussi les physiothérapeutes, infirmières, etc. Donc, qui se sont rajoutés. Par la suite, dans le fond, nous, on s'est dit, ben comment est-ce qu'on peut utiliser cette fiche-là, qui est déjà quand même bien, puis la mettre au goût du jour, dans le fond, parce que ça datait déjà de quelques années, pour pouvoir inclure aussi les patients. C'est sûr que les patients, dans le fond, ils n'ont pas nécessairement les compétences pour venir dire, bon, est-ce qu'un résident, dans le fond, c'est un bon expert, c'est un bon leader, tout ça. Par contre, ils sont capables de dire finalement, est-ce que les résidents sont professionnels avec eux? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une approche, dans le fond, en partenariat avec eux? Donc, c'est vraiment là qu'on s'est dit, ben, on va essayer de voir qu'est-ce qui existe déjà comme pitch pour s'inspirer parce que quand même, si on veut un outil qui est comme valide, ben, il faut déjà avoir une base, en fait. Puis, étant donné que c'est un projet de maîtrise en éducation, c'est sûr que c'est un projet qui devait être quand même euh, de plus petite amplitude qu'un projet vraiment de recherche de doctorat. Donc, en fait, on s'est dit, ben, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la littérature. On a trouvé une fiche qui était super intéressante, qui était un questionnaire, en fait, déjà plutôt un questionnaire, en fait, qui, sous forme d'échelle, en fait, une espèce de score, Ouais. où est-ce qu'on vient regarder les différentes compétences de communication. Euh, Puis après ça, on a regardé une autre fiche qui avait été conçue par une équipe de médecins de famille dans l'Ouest canadien, qui venait aussi s'intéresser au professionnalisme, entre autres. Puis on a regardé comment est-ce qu'on pourrait combiner ces deux fiches-là, puis la bonifier en fait là, pour venir répondre un peu à ce que nous, on cherchait à venir évaluer ou à donner de la rétroaction là, à nos apprenants. Oui, surtout Fait que que dans la revue de littérature que vous avez fait quand vous en parlez au début de l'article, il y a des choses qui ressortaient sur l'avis des résidents sur ce type de rétroaction et notamment qu'il y avait une forme de préférence sur les commentaires spécifiques par rapport au score et donc du coup la combinaison de ces questionnaires hein, prend tout son sens par rapport à ça.
Justement, peut-être pour finir un peu sur l'introduction de l'article et aussi la manière dont vous l'avez conçu, vous vous êtes inspiré et vous l'avez construit, en tout cas de ce que j'ai compris de ma lecture, sur un cadre théorique de l'évaluation participative, donc de Degnaud et Jacob, je sais pas si je prononce bien. Mais en tout cas, vous l'avez basé là-dessus et moi je me demandais un petit peu, c'est toujours intéressant de creuser un petit peu les cadres conceptuels que les auteurs utilisent et pourquoi ils choisissent cela. Donc je me demandais un petit peu, peut-être le présenter rapidement pour nos auditeurs et nous dire un peu ce qui vous a plu dans ce cadre conceptuel-là et qui vous a fait choisir pour votre étude. En fait, tu sais, le cadre de référence a été choisi parce qu'on s'est dit, bon, en fait, notre objectif, c'est de venir créer une nouvelle fiche de rétroaction qui sert à offrir de la rétroaction aux résidents de la part des patients. Donc là, on s'est dit, bon, qui sont les personnes qui vont être impliquées? Il va y avoir évidemment les patients, il va y avoir les résidents, il va y avoir aussi, dans le fond, euh, le cadre professoral, il va y avoir l'université aussi. Donc, on s'est dit, on va venir chercher à impliquer tous les acteurs finalement dans l'évaluation de cette fiche-là. Parce qu'au final, dans le fond, on cherchait à avoir une rétroaction qui allait être à la fois valide, objective, mais aussi pertinente, dans le fond. Donc, si on allait juste, nous, en petit comité d'enseignants, créer une fiche sans tenir compte finalement de l'avis de résidents en médecine familiale, de l'avis de patients partenaires, on disait on risque de passer peut-être à côté de certains points, en fait. Donc, l'évaluation participative, c'est vraiment ça, c'est d'impliquer les différentes parties prenantes autour de la table, puis de regarder ensemble un problème, puis de regarder est-ce que finalement on réussit à trouver, dans le fond, une solution qui convient à tous. Ce que je te propose peut-être, c'est avant d'aller au cœur des résultats, de ce que vous avez obtenu sur la grille, c'est de faire un petit détour qui me semble important par la méthode et ce que vous avez mis en place en termes de méthode de recherche pour les obtenir. Vous êtes parti sur une recherche qualitative. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que vous avez mené par rapport à vos entretiens? C'est sûr que si je reviens à la première partie, qui était vraiment l'élaboration de la fiche, on a pris vraiment un comité, en fait, là, qui est dédié, Hmm. qui est le comité de compétences, qui est un comité qui existe déjà à l'université. C'est un comité qui vient se baser, en fait, à l'université, qui implique des résidents en médecine familiale, qui implique le corps professoral, qui implique aussi un patient partenaire, qui est déjà, dans le fond, impliqué à fournir des rétroactions, des évaluations finales pour les résidents. Puis dans le fond, avec eux, on s'est assis à plusieurs reprises, en fait, puis on a travaillé à notre fiche de rétroaction. On est allé refaire aussi un tour de roue avec différents acteurs. Donc, notre patient partenaire est allé sonder un petit peu le terrain. On a aussi des enseignants qui sont allés présenter la fiche à des collègues. Donc, dans le fond, tout le monde est revenu avec différents commentaires. Puis après peut-être 3 rencontres, je dirais, on est arrivé à un consensus sur les différents énoncés qu'on souhaitait conserver, puis le format de la fiche. Donc ça a été vraiment la première partie du projet. Pour la deuxième partie, en fait, on est allé vraiment sur le terrain. Donc, on a sélectionné là 3 cliniques universitaires. En fait, étant donné que le territoire de l'Université de Montréal est plutôt large, on a choisi de prendre un milieu qui était urbain, donc à Montréal, un milieu semi-urbain qui est un petit peu en région éloignée, si on veut, puis un milieu plutôt rural. L'objectif était de voir, ben, est-ce qu'il y a des différences entre Hmm. les différents milieux de formation. Euh, Puis à partir de là, on est allé faire du recrutement. Donc, c'est ça, c'est un projet qualitatif. Donc, on est allé sur le terrain. On a choisi de sélectionner les résidents, dans le fond, de deuxième année. Dans le fond, nous, notre programme est sur 2 ans. On se disait que c'est des résidents qui étaient un petit peu plus matures, qui avaient déjà eu une expérience aussi avec le processus de rétroaction, puis qui auraient peut-être plus de commentaires euh, pour nous aider à améliorer notre fiche de rétroaction, si on veut, étant donné que les résidents de première année, souvent, ils n'ont pas encore fait plusieurs mois là, en clinique universitaire. Ils se déplacent beaucoup dans les hôpitaux aussi. Donc, ça vient un peu changer d'expérience, si on veut. Après ça, on est allé voir si, évidemment, les résidents y acceptaient de participer au projet, tout ça. On s'est assuré que les résidents, dans le fond, qui allaient participer, étaient présents sur une période assez longue aussi, parce que, comme je disais, les résidents se déplacent beaucoup. Donc, un résident qui est présent juste un mois, c'est pas suffisant pour qu'on puisse avoir assez de matériel pour une rétroaction qui est pertinente, surtout de la part des patients. Après ça est venu le gros défi, en fait, de venir recruter des patients, en fait.
Donc, ça a été assez difficile, en fait, parce qu'on se rend compte que peut-être maintenant, en 2025, c'est plus facile. On a accès à des dossiers médicaux électroniques, donc on peut facilement communiquer avec les gens euh, sans trop d'efforts, si on veut. Mais de faire des appels téléphoniques comme ça a été à plusieurs reprises, envoyer des lettres, ça a été quand même beaucoup de travail. Euh, Puis à partir du moment qu'on a obtenu quand même un nombre suffisant de rétroactions, on s'est dit, ben, on a un taux de réponse d'à peu près 25. Faut se dire qu'à la base, on avait recruté à peu près 130 patients de mémoire, puis qu'on a eu à peu près un taux de réponse de 25% dans ceux qui ont accepté de participer. Donc, au final, on se retrouvait avec un nombre quand même très petit là, de rétroactions, là. Une quinzaine de mémoires, en fait, là. Euh, Peut-être un petit peu plus, une quinzaine dans une UMF, quatre dans l'autre, puis 12, je crois, dans la troisième. Donc, ça reste un nombre très petit, là, tu sais, si on regarde l'échantillonnage, Oui. je l'ai devant moi. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pour les personnes qui aimeraient après implémenter dans leur pratique de soins, dans leur clinique, ce type de dispositif multisource, c'est un vrai sujet hein, sur le nombre de répondants et le nombre de participants et le taux de. Il faut vraiment balayer large pour avoir un nombre de participants et c'était assez frappant dans votre étude et d'ailleurs vous expliquez aussi comment vous avez fait pour essayer de recruter plus et c'était assez intéressant d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on a contacté principalement les gens par téléphone, par la poste. En fait, il y a des gens qui n'ont pas accès vraiment à un téléphone ni un courriel. On a évidemment envoyé des courriels dès qu'on avait accès à un courriel. Souvent, il y a eu plus d'un contact qui était fait par patient. Puis à la fin, en fait, on a repris la liste de tous les gens qui avaient accepté de participer, tous les patients, puis on a renvoyé une demande. On a offert des certificats cadeaux d'une valeur de 25 $ de mémoire. En fait, ça avait été financé par la bourse, en fait, du projet. Puis, à partir de ce moment-là, on a obtenu un petit peu plus de réponses. Mais comme je disais, on a eu à peu près 25% de taux de réponse, malgré des efforts assez acharnés par les différents acteurs. À partir du moment où on a eu toutes nos fiches, en fait, on a fait une petite synthèse des informations reçues. C'est certain que il y en a quelques-unes qui ont été exclues, là, très peu, en fait, là, trois. Une qui avait été reçue en retard, puis deux, en fait, là, deux qui ont été reçues en retard, pardon, puis une, en fait, où est-ce qu'il y avait presque rien de documenté sur la fiche, donc c'était pas tellement pédagogique. Ensuite, en fait, j'ai oublié de le mentionner, mais dans chaque clinique, en fait, on avait pairé les résidents avec un professeur, en fait, qui travaillait dans une clinique distincte. Donc, c'était un professeur que les résidents ne connaissaient pas, ce qui permettait d'éviter, en fait, que les résidents soient intimidés par le fait que les patients pouvaient donner certains commentaires à la fois positifs, mais également négatifs, en fait. On voulait s'assurer que les résidents avaient aucune crainte que l'information qui allait se retrouver dans ces fiches-là puisse nuire à leur processus évaluatif usuel, en fait, là. Hmm. Après ça, dans le fond, ce médecin-là responsable, si on veut, venait faire la synthèse des rétroactions, puis rencontrer individuellement chaque résident pour lui donner un petit peu, dans le fond, ce qui avait été nommé par les résidents, puis échanger un peu sur justement les commentaires, comment les résidents percevaient ça et tout. Par la suite, moi, j'ai fait des entretiens de groupe avec chaque groupe de résidents dans les trois cliniques différentes, en fait. Encore une fois, moi, j'étais une personne neutre, en fait, que les résidents n'avaient pas nécessairement côtoyé dans leur parcours, étant donné que je pratique plutôt à la salle d'accouchement. C'est pas tout le monde qui vient faire son stage chez nous. Donc, de mémoire, j'avais pas rencontré aucun de ces résidents-là. Hmm. Ce qui était bien aussi parce qu'encore une fois, ils sentaient pas que j'avais un lien avec leur milieu d'attache, puis que je pouvais partager un peu à la fois les commentaires qu'ils avaient reçus, à la fois leurs commentaires sur le processus de rétroaction. Donc, je pense qu'ils se sentaient très à l'aise. Il avait été libéré aussi, là, il faisait ces entretiens-là là, de la maison. C'était des entretiens quand même de 90 minutes, donc on a eu le temps quand même d'échanger beaucoup sur la fiche de rétroaction en général. On avait évidemment une grille d'entrevue, donc on a parlé beaucoup de la fiche de rétroaction, qu'est-ce qu'ils pensaient des différents énoncés, qui trouvaient que c'était pertinent en pratique pour venir évaluer les différentes compétences qu'on cherche à développer pendant la formation. Après ça, on s'est penché plus sur leur expérience, en fait. Comment est-ce qu'ils ont
est-ce qu'ils se sont sentis mal à l'aise de savoir que les patients pouvaient être recrutés? Est-ce qu'ils trouvaient que notre processus de recrutement était acceptable? En fait, nous, on avait fait un processus complètement aléatoire, là, donc les résidents ne pouvaient pas savoir quel patient allait être sélectionné à l'avance pour éviter évidemment qu'ils modifient leur comportement, sachant que les patients allaient leur donner la rétroaction. Euh, Puis les patients, en fait, étaient sélectionnés après le rendez-vous, là, donc eux-mêmes, les patients, ils partaient pas en se disant, ah ben, je vais voir mon médecin puis je dois lui fournir une rétroaction par la suite. Donc, je pense que c'était bien. Euh, les résidents nous ont donné leur commentaires à ce niveau-là. Puis après ça, on a échangé plutôt sur les différentes manières d'améliorer ce processus-là, finalement. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cette fiche-là pour que les différents enjeux que les résidents ont identifiés dans le projet puissent être minimisés, puis que ce projet-là, dans le fond, mène à une implémentation dans tout le programme, puis que ça devienne pertinent pour tout le monde, puis ça répond un peu aux objectifs aussi de la faculté de venir évaluer les résidents sur ces différentes compétences-là. Oui, donc une belle ambition hein, sur ce projet de recherche. Parce que c'est vrai, hein, il y a beaucoup de choses à évaluer et d'ailleurs c'était assez riche là dans les tableaux d'analyse thématique, ce qu'on peut lire, ça permet de se représenter un peu ce qui a pu se dire dans les entretiens et d'avoir des perspectives intéressantes de la part des résidents sur ce dispositif. En fait, il y en a beaucoup. Est-ce que toi, tu te dis, est-ce que parmi tous les résultats que tu as pu obtenir, des différentes analyses thématiques et des différents euh, facteurs barrières, facilitateurs, des différents avantages et risques, est-ce que tu en vois quelques-uns où tu te dis, ça, c'est vraiment important que nos auditeurs l'entendent, se disent, c'est vraiment des choses importantes à partager. Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-uns qui, pour toi, sont peut-être les plus importants de ton papier? Je dirais que la première chose que je trouve importante de mentionner, c'est comment les résidents ont perçu la pertinence, en fait, de cette évaluation-là. Parce qu'au final, dans le fond, tu sais, les résidents, plus de 95% des résidents vont terminer leur parcours. Donc, c'est sûr que nous, notre rôle comme cliniciens enseignants, c'est vraiment de les accompagner un peu comme des Oui. coachs. Donc, on se dit, on veut leur fournir une rétroaction qui juge pertinente, en fait. Puis à cet égard-là, je trouve que ça a été très, très bien reçu, en fait. Les résidents ont trouvé effectivement que les patients leur donnaient des commentaires sur, par exemple, des techniques d'examen, des techniques d'entrevue, des manières dont les résidents, par exemple, expliquaient certains tests ou répondaient aux questions des patients. Donc, c'est sûr que nous, comme cliniciens enseignants, parfois on peut observer les résidents à la caméra, on appelle ça l'observation directe, en fait. Mhm. C'est pas quelque chose qui est fait de manière si fréquente que ça. Puis, en général, quand on est en rétroaction, on a plus qu'un apprenant en même temps. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas rivé sur notre caméra puis on observe tous les gestes et propos de notre résident. Donc, je trouve que les résidents ont trouvé que cette rétroaction-là venait bonifier, dans le fond, ce qui se fait déjà en pratique par l'équipe de professeurs puis de professionnels de la santé. Donc, ça, c'est vraiment positif. Puis je pense que ce qu'ils ont trouvé aussi, c'est que en général, les patients, en fait, là, ils vont nous dire leurs commentaires. Pas nécessairement, comme je disais, pas nécessairement au premier contact, mais après certaines rencontres, après quelques mois, quelques années, les patients sont très à l'aise de nous donner leur rétroaction sur la manière dont on agit avec eux. Au point même qu'il y a maintenant des différents sites là, avec des sondages que les gens remplissent de façon anonyme sur les différents médecins. Il y en a plusieurs là au Canada, puis j'imagine partout dans le monde. Donc, c'est déjà une pratique qui est commune, dans le fond, pour les patients d'évaluer leur médecin. Donc, je pense que déjà d'être un peu au courant de ça, de le vivre comme résident, je trouve que ça permet un peu de rentrer en pratique avec une certaine expérience, puis finalement d'apprendre que, ben, effectivement, il y a des patients qui vont être insatisfaits, peu importe ce qu'on fait, puis il y en a pour qui, dans le fond, tu sais, ils vont être, on va avoir l'impression que ça s'est mal passé. Finalement, eux, ils ont trouvé ça super positif. Donc, tu sais, faut apprendre à en laisser aussi, puis pas prendre tout personnel, mais essayer de tirer profit de tous les commentaires qu'on peut recevoir, finalement, de nos patients, parce que ça peut nous aider. Si, par exemple, on fait un examen d'une certaine façon à chaque fois, puis pour nos patients, ça crée de l'inconfort, mais que personne ne nous dit.
c'est sûr que la journée qu'il y a un patient qui nous dit qu'il est inconfortable, ben on va se remettre en question puis on va changer notre pratique. Donc, tu sais, ça a vraiment un gros effet. Puis, c'est Hmm. pas notre superviseur qui va pouvoir nous amener cette information-là. Fait que je dirais que le premier aspect, c'était vraiment la pertinence de l'évaluation. Euh, le deuxième aspect que je trouve important, en fait, c'est vraiment les enjeux qui sont liés plus à l'applicabilité, en fait, de cette rétroaction-là, parce qu'en fait, on se retrouve avec beaucoup de nouvelles informations, donc soit euh, des commentaires positifs, négatifs des patients, puis là, on se dit, ben, comment est-ce qu'on va utiliser ça maintenant? Qu'est-ce que ça vaut? Hmm. Les résidents trouvent ça pertinent, puis nous, comme corps professoral, comme département, comme comité de compétences, comment est-ce qu'on utilise ça de façon adéquate? Est-ce qu'un commentaire négatif devrait venir teinter finalement la rétroaction globale du résident? Probablement pas, à moins que ça soit quelque chose de catastrophique en fait. Ou comment est-ce qu'on vient valider en fait l'utilisation de cette nouvelle rétroaction-là? Donc ça, je pense que c'était un enjeu pertinent parce qu'en fait, euh, c'est sûr que tu sais, les résidents, s'ils ils ont reçu, par exemple, une ou deux rétroactions du patient dans toute l'année, ben c'est sûr que c'est pas beaucoup pour venir se faire une idée très claire, en fait. Donc, Hmm. il faut s'assurer que euh, si ça vient jouer, dans le fond, dans le processus évaluatif global, ben on a assez d'informations où on peut venir, en fait, on peut venir tester, en fait, par l'observation directe si, par exemple, les résidents ont été identifiés comme ayant certaines difficultés au niveau de la communication ou du partenariat, ben, on peut se dire, OK, ben, je vais essayer de l'observer davantage à la caméra pour voir est-ce que c'est des choses qui se sont reproduites par la suite, puis est-ce qu'on peut lui donner finalement des outils pour s'améliorer, mais pas se baser uniquement sur un seul commentaire qui a été reçu. Euh, donc ça, c'est des choses, je pense, à garder en tête. Puis quand je parlais de l'applicabilité de tout ça, c'est aussi le fait que ça demande beaucoup de ressources quand même. Comme je disais, ça a été très difficile d'aller chercher les rétroactions des patients, tout ça. Donc, la meilleure façon d'avoir accès à cette information-là, c'est d'avoir quelqu'un qui est dédié, un peu comme un agent de recherche, qui vient contacter les patients, qui prend la liste de tous les patients qui ont été vus dans la semaine pour dire quelque chose, un processus aléatoire où, en fait, tous les patients, à la limite, peuvent être inclus. Il Hmm. va envoyer l'information, envoyer le formulaire de consentement, la fiche de rétroaction, puis vient par la suite collecter ces informations-là. Mais ça prend beaucoup de temps. Tu sais. On sait que les milieux cliniques sont déjà surchargés. Je ne sais pas c'est comment la situation en France. Ça doit C'est être pareil. similaire un peu partout dans Oui. le monde, en fait. Donc, c'est de se dire, oui, ça semble pertinent. Oui, Hmm. on pense qu'il y a une valeur aussi pour nous comme cliniciens enseignants, mais comment est-ce qu'on vient inscrire ça dans déjà toute la liste de choses qu'on doit faire dans une journée pour le personnel administratif, en fait. Oui, c'est sûr que il y a un intérêt qui semble indéniable, mais la difficulté, c'est aussi comment on concilie avec tout le reste. Et c'était une de mes questions qui allait aussi avec le statut de la rétroaction et surtout de la rétroaction négative, parce que et tu en parles un petit peu dans les recommandations après, sur l'aspect, est-ce qu'on garde cette évaluation un peu plus formative ou est-ce que ça rentre vraiment dans l'aspect sommatif, dans l'examen, entre guillemets, dans ce qui compte pour valider les années. Euh, et ça, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que dans un monde idéal où le recrutement des patients serait facilité et on aurait un nombre de réponses important, est-ce que toi, tu te dis qu'il serait préférable de garder cette évaluation formative ou alors il faut l'inclure dans une dimension sommative avec les autres évaluations multisources? Et si il faut le mettre sur une évaluation sommative, ce serait quoi la part du patient dans cette évaluation multisource? Est-ce que ce serait minoritaire, majoritaire par rapport aux différentes sources? Parce que comme il y a beaucoup de sources, quel est le poids des différentes sources dans cette évaluation quantitative? Moi, je me demandais un petit peu, suite à tes travaux, ce que tu penses de cette question-là. Évidemment, dans un monde idéal où on peut avoir un recrutement important. Je dirais que selon moi, dans l'idéal, c'est mieux d'inclure la rétroaction des patients dans l'évaluation sommative, en fait, parce qu'on se dit euh, que de toute façon, selon même la littérature, les difficultés qui sont perçues par le corps professoral
euh, est perçu par l'ensemble des professionnels en général. Donc, c'est un Hmm. résident qui a des difficultés au niveau de la communication. Comme je dis, étant donné que cette rétroaction-là est vraiment axée sur la communication, la collaboration, euh, c'est un peu différent de l'expertise médicale. Donc, Oui. je pense que l'information qui est reçue de la part des patients est aussi pertinente que celle du professionnel, en fait, parce que les patients peuvent voir les résidents plusieurs fois, tu sais, dans la même année. Donc, ils vont pas Hmm. nécessairement donner beaucoup de rétroaction le premier rendez-vous, mais peut-être que la troisième, la quatrième fois, où est-ce qu'ils vont voir le résident, ils vont dire, ben, écoute, j'ai remarqué telle chose, puis je pense peut-être que ça pourrait être amélioré. Au contraire, je note cet élément-là qui est très, très positif, puis je pense qu'on doit le renforcer, on doit faire du renforcement positif sur Hmm. cette compétence-là. Donc, selon moi, ça devrait être inclus dans l'évaluation sommative. Par contre, le bémol, c'est vraiment la quantité d'informations qu'on reçoit pour que ça vienne contrebalancer ce que nous, on voit au quotidien. Parce que il faut dire qu'en médecine familiale, dans les cliniques universitaires à Montréal, en fait, à l'Université de Montréal, les résidents reçoivent quand même une rétroaction par demi-journée. Donc, à la fin de la semaine, ils en reçoivent au moins une dizaine. Donc, c'est sûr que si les patients font une rétroaction dans la semaine, pour le même résident qui en a reçu 10 de la part du corps professoral, ben c'est ça, il faut savoir pondérer un peu l'impact que ça a sur l'évaluation sommatique. Et je pense qu'inévitablement, ça devient minoritaire parce que les patients, ils ont comme une période quand même très courte d'interaction Hmm. avec le patient, tandis que, pardon, les patients ont une interaction très courte avec le résident, tandis que le personnel administratif, les différents professionnels de la santé, ils les côtoient au quotidien pendant 2 ans. Donc, c'est sûr que je mettrais un poids supérieur, dans le fond, à cette équipe-là qui est vraiment, tu sais, en soutien quotidien avec les résidents. Merci beaucoup pour ta réponse. Dans le papier, vous proposez toutes les deux des recommandations pour mettre en œuvre des outils de rétroaction. Quelle recommandation principale tu donnerais à nos auditeurs sur qui souhaiteraient mettre en place ce type de fiche de rétroaction? Je dirais que le principal, en fait, c'est d'assurer, en fait, un climat pédagogique hein, pour n'importe quel type de rétroaction. Donc, je pense que d'avoir un recrutement qui est anonyme, qui est aléatoire, en fait, ça va vraiment venir mettre en confiance les apprenants et les patients, en fait. Hmm. Donc, je miserais sur le recrutement aléatoire et anonyme. Je m'assurerais, en fait, que les rétroactions sont remises de manière un peu sommaire, donc vraiment de venir colliger les différentes fiches individuelles, faire un rapport ensuite aux résidents. Encore une fois, pour assurer, dans le fond, la confidentialité, parce qu'en fait, c'est facile des fois de retracer un propos, une situation particulière, en fait. Mhm. Puis par la suite, en fait, là, je m'assurerais qu'il y a une personne identifiée qui est responsable de remettre les rétroactions aux résidents, puis que cette personne-là a pas un lien direct, en fait, là, dans le processus évaluatif global. Donc, juste une personne, en fait, nous, on a ce principe-là, en fait, là, dans le programme de résidence, où est-ce que chaque résident est attitré, en fait, à un clinicien enseignant qui agit un peu comme accompagnateur. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qu'il rencontre 2 à 3 fois par année, puis qui vient discuter à la fois, tu sais, du cheminement pédagogique, mais aussi de tout ce qui entoure, en fait, la résidence. On sait que les résidents vivent différents enjeux professionnels, personnels, questionnements sur la carrière future, etc. Donc, cette personne en général, elle est un peu moins proactive là, quand vient le temps de discuter des évaluations en groupe, est un petit peu plus en retrait. Donc, je pense que ça serait une bonne personne, en fait, là, pour remettre la rétroaction aux résidents. Autrement, d'avoir accès, si les cliniques ont accès à un ou une psychologue, je pense que ça serait vraiment le scénario idéal, mais je sais que c'est Hmm. plutôt la minorité chez nous. Euh, Fait que je dirais que ce serait les 3 aspects que je garderais en tout cas en tête pour favoriser là, ce type de projet. Ouais, je pense que ça va inspirer nos auditeurs hein, qui pourraient mettre en place ce type d'évaluation de rétroaction. On arrive tranquillement hein, à la fin de ce balado. Ce que je te propose, c'est peut-être avant de conclure, euh,
sortir un petit peu de l'article, là, on sort tranquillement de l'article, mais peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du processus de publication dans la revue Pédagogie médicale? Comment ça s'est passé un peu pour toi, la publication, le retour par les pairs? Est-ce que voilà, tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, ça s'est assez bien passé. Je dirais, somme toute, j'avais transmis mon manuscrit à la recommandation de l'un des directeurs là, du projet de maîtrise, en fait, là. Euh, Puis en fait, j'ai quand même rapidement reçu un premier jet de recommandations, de corrections en fait là, proposées. Puis par la suite, tu sais, c'est sûr que c'est un processus en fait quand on commence en fait dans ce monde-là. Puis c'est la première fois qu'on qu'on publie dans le fond un article. On n'est pas trop familier avec toutes les différentes étapes en fait. Euh, mais je trouve que l'équipe m'a beaucoup accompagnée en fait là, point par point dans les différentes sections de mon manuscrit pour voir qu'est-ce qu'on pouvait bonifier, où est-ce qu'on pouvait venir préciser, puis surtout quelle était l'information qui était la plus pertinente, parce qu'en général, quand on fait un manuscrit Hmm. pour un projet de recherche, on a vraiment beaucoup plus d'informations, là. Donc, tu sais, j'ai réduit de beaucoup là, par rapport à mon manuscrit puis ce qui a été dans l'article, mais je pense il y a rien qui s'est perdu en termes de pertinence sur euh, les détails du projet, puis dans le fond des résultats. Mais je pense qu'on doit devenir un peu plus concis de toute façon là, quand on décide de publier. Donc ça, je pense que ça a été un travail qui a été difficile, mais je trouve que j'ai été bien accompagnée aussi. Pour la révision finale aussi, ça a été pertinent aussi parce que ça m'a permis d'aller lire sur le sujet, mais avec différents points de vue, en fait, là, Mhm. en fait, parce que c'est pas tous des médecins hein, qui sont dans le comité de révision, c'est différents professionnels. Donc, je voyais un petit peu leur approche puis les questionnements qu'il y avait. Donc, c'est intéressant d'aller revisiter le sujet, mais avec un nouvel angle, en fait. Donc, ça m'a permis d'aller moi aussi approfondir mes connaissances. Puis, je pense que ça a donné un résultat intéressant au final. Alors, du coup, tu l'as dit, hein, c'était des premiers travaux en éducation médicale. Ouais. Est-ce que tu travailles sur d'autres choses maintenant? Est-ce que enfin, c'est un peu l'instant de promotion personnelle, si tu le souhaites, nous dire un peu sur quoi tu travailles en ce moment, tes projets d'avenir, si tu cherches des personnes avec qui collaborer, c'est peut-être le moment de, en tout cas, de faire un appel, si tu le souhaites, si tu as quelque chose à, à transmettre. Pour le moment, honnêtement, comme je suis responsable de l'enseignement dans une clinique universitaire, en fait, qui est une nouvelle clinique, faut le dire, dans le fond, on est ouvert depuis c'est notre troisième année, troisième cohorte de résidents. C'est beaucoup de travail, hein, Hmm. d'élaborer un projet pédagogique qui est finalement un cursus de 2 ans pour les résidents, mettre en place tous les différents stages, tous les partenariats avec les différents milieux. Donc, j'avoue que ça m'occupe pas mal à temps plein en ce moment avec la salle d'accouchement. Et qui m'intéresse en ce moment, c'est de voir si éventuellement je vais être capable de faire un deuxième projet avec, en fait, l'intégration de ce projet de rétroaction multisource dans mon milieu d'attache. Donc, c'est pas encore, il y a rien de clair encore, mais je me dis peut-être que je pourrais prendre l'occasion de documenter finalement l'introduction de ce projet-là chez nous, puis de voir comment les résidents ont fait après leurs 2 ans de formation pour dire quelque chose, comment ils trouvent que ça a été pertinent pour eux, puis en fait, ils vont nous aider d'une certaine manière à venir euh, peaufiner encore une fois la fiche de rétroaction, le processus. L'objectif, c'est toujours d'améliorer en fait là, la Hmm. manière dont on fait les choses. Alors, avant de te poser une dernière question sur ce balado, on va proposer aux auditeurs de faire une toute petite pause, éventuellement, et d'essayer de noter sur votre téléphone ou sur l'espace commentaire si vous souhaitez des mots-clés ou des idées clés que vous avez retenues de cette émission, et d'éventuellement aussi de vous abonner à nos réseaux sociaux de la CIFEM si vous ne l'avez pas encore fait. Du coup, oui, Lisiane, peut-être une dernière question. Est-ce que tu pourrais enfin, question, en tout cas, une proposition, est-ce que tu pourrais nous conseiller un livre que chacun de nos auditeurs et auditrices ici pourrait et devrait lire un jour dans sa vie. En fait, c'est que ça sort un petit peu du sujet de Mhm. mon projet.
Par contre, ça rentre avec le partenariat avec le patient puis les soins de santé globaux. Euh, j'ai des collègues, en fait, en ce moment qui travaillent beaucoup sur euh, le concept de choisir avec soin. Je ne sais pas si c'est un concept qui est connu chez vous, en France, en Europe en général. Ça prend beaucoup d'ampleur chez nous. Puis je pense que ça vaut la peine d'en parler, en fait. En 2019, il y a un article qui est paru là, de mes collègues, Dr Whitmer, Dr Thériault, Dr Wintermuth. J'espère que je la débaptise pas trop. Cet article-là est super intéressant. Ça s'appelle Enseigner aux stagiaires et aux résidents à choisir avec soin. En fait, on sait qu'à peu près 30% de tout ce qu'on prescrit comme test, comme traitement, qui n'a pas de valeur clinique ajoutée pour les patients. En fait, ça génère une pression énorme sur les systèmes de soins. Ça génère aussi beaucoup d'anxiété, parfois inutile chez les patients, en fait, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des tests, on découvre des choses, puis on décide de Hmm. poursuivre par des investigations supplémentaires. Puis après ça, euh, ça finit par être parfois, ça mène à pas grand-chose, en fait, là. Puis ça a généré beaucoup d'anxiété. Puis dans un contexte, en fait, comme actuellement, où est-ce qu'on sait qu'on est très, très sollicité, puis que les systèmes de santé sont vraiment, ils tiennent à pas grand-chose, en fait. Là, je trouve que c'est intéressant comme enseignant de promouvoir cette pratique-là, en fait, de vraiment venir euh, peser le pour et le contre des différents tests qu'on prescrit, des traitements aussi, puis d'en discuter ouvertement avec transparence aux patients. Puis je pense que dans le fond, on peut avoir un impact très important comme enseignant parce que dans les prochaines années, en fait, la situation va juste euh, se poursuivre. En fait, là, Mhm. je vois pas de scénario idéal à ce niveau. Mais je pense que collectivement, on est capable d'améliorer un peu la pertinence des différents euh, tests, traitements, tout ce qu'on demande au système de soins. Donc, moi, je vous encourage à lire cet article-là. C'est court, c'est le fun parce qu'il y a des recommandations très, très faciles à appliquer. Il y a des guides aussi qui sont auxquels on fait référence, qui peuvent être imprimés, qu'on peut afficher dans nos cliniques. Les résidents aiment vraiment ça, en fait, parce que les résidents aussi, les étudiants en général, ils se posent beaucoup de questions, puis ils sont très conscients que justement l'environnement, le réchauffement climatique, c'est tous des enjeux qui sont importants, puis ils veulent, dans le fond, euh, contribuer à améliorer toutes nos pratiques en général. Donc, souvent, ils nous posent la question pourquoi est-ce qu'on fait telle chose, tout ça. Donc, je trouve que c'est une manière aussi de répondre à la question, puis de leur enseigner les bonnes pratiques. Donc, Super, merci beaucoup Lisiane pour cette recommandation. On la mettra dans la description du podcast. Et puis merci plus largement pour le partage de tes travaux qui inspireront sûrement nos auditeurs. Bonne journée à toi et merci. puis à bientôt. Merci, au plaisir.